bonjour à tous, et surtout merci aux organisateurs d'avoir permis de vous rencontrer et de nous rencontrer. Les quelques personnes intervenantes, on s'apprécie beaucoup, il faut le dire. Vous avez remarqué qu'il y avait une certaine communauté dans les appréciations et dans les approches, je dirais, d'un sujet qui est très important. Et nous, d'ailleurs, on a eu l'idée, et vous nous l'avez pris sous la main, d'organiser un colloque comme ça. Vous l'avez fait, tant mieux, parce que nous, on n'aurait pas eu le temps de le faire. Donc, merci aux organisateurs. On m'a donné pas beaucoup de temps pour parler d'un sujet qui vous concerne beaucoup en Bretagne, c'est les mines d'uranium. J'aurais pu parler de la Bretagne, mais comme vous connaissez pas mal le sujet, vous avez des associations extrêmement dynamiques là dans le coin, qui fait que ça a beaucoup bougé chez nous en France. Mais du coup, l'idée a été de parler du Niger. Alors, c'est pour ça que on a axé la présentation sur les mines d'uranium au Niger, sachant que les problèmes, évidemment, ils sont assez semblants. Alors, pourquoi l'uranium est-il dangereux pour la santé humaine et l'environnement? Eh bien, d'abord parce qu'il a des propriétés particulières. D'abord, c'est un métal. C'est un métal et il est assez abondant dans l'environnement. Celui qu'on trouve, c'est l'uranium 238, qui constitue 99% d'uranium dans la nature. Et il est assez présent un peu partout, sauf qu'à certains endroits, il est un peu plus concentré, c'est là qu'on va aller l'extraire. Tous les isotopes de l'uranium sont radioactifs. Il existe plusieurs isotopes de l'uranium. Et l'uranium se désintègre en donnant une douzaine de métaux descendants, on va les voir. Et l'uranium est toxique sur le plan chimique et radiologique. Et sa toxicité chimique est officiellement, en tout cas, plus importante que sa toxicité radiologique. Mais les deux vont. Et ça en fait une particularité, je dirais, par rapport à d'autres isotopes où on parle beaucoup plus de la radioactivité, et c'est normal. Voilà la famille de l'uranium 238. Il y a une douzaine de membres. On parle du papa, l'uranium 238, émetteur alpha, etc. Je ne vais pas les détailler. Vous trouvez ça à peu près n'importe où, si vous êtes un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la famille, vous avez une grande famille, donc une famille nombreuse, avec des émetteurs alpha, des émetteurs bêta, des émetteurs gamma, donc il y a tous les types de radiation et de rayonnement. Donc quand on va parler d'irradiation, contamination, il va falloir envisager tous les cas de figure. C'est ça qui est intéressant, je dirais, par rapport à d'autres cas de figure que l'on rencontre habituellement. L'uranium dans la nature, l'environnement, c'est 2 à 4 grammes par tonne. Quand on a du minerai d'uranium, c'est plutôt en kilos par tonne. Il faut raisonner. On n'est pas dans les mêmes proportions. Et on va d'abord extraire le minerai, donc ça c'est la mine d'uranium, donc mine à ciel ouvert ou en galerie, vous connaissez ça en Bretagne, ça va générer ce qu'on appelle des stériles, évidemment, improprement, des stériles d'uranium. Les stériles d'uranium, ça n'existe pas. Quelque chose qui serait totalement stérile d'uranium. N'empêche qu'on leur a donné ce nom-là. Évidemment, c'était pour banaliser, je dirais, le problème. Stérile. En réalité, ces stériles, on sait qu'ils contiennent de la radioactivité, puisqu'il y a, c'est tout ce qui est autour du filon, et qui n'est pas exploitable au sens économique du terme. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas suffisamment pour que ce soit. C'est plutôt pauvre en uranium, je dirais, par rapport à ce qui... Et ça a été, par le fait que c'est un peu stérile, dispersé partout. Et là, les associations font un énorme travail de mémoire, parce qu'on a évidemment oublié la mémoire, puisqu'on s'en est servi pour faire n'importe quoi. Après, on extrait l'uranium sur le site avec des problèmes de chimie, cette fois, ce qu'on appelle la lixiviation en tas ou en usine, etc. Et là, vous allez extraire l'uranium, mais vous allez laisser les résidus d'extraction. Et sur la famille uranium, donc vous avez 2 uranium, c'est ceux-là que vous allez extraire. Et puis, la famille uranium 238, et puis il y a l'uranium 134 en petite quantité. En gros, 2 sur 12. Donc, vous laissez 80% au moins de la radioactivité qui sera dans les résidus. Et dans ces résidus, vous allez trouver des produits, pour certains, beaucoup plus radiotoxiques que l'uranium lui-même. Et c'est les impacts environnementaux qu'on va retrouver, c'est là, en dehors d'autres produits. Puis le concentré d'uranium, puis le raffinage, etc. Je passe sur la fin du cycle de l'uranium. Mais il y a encore beaucoup à dire, puisque ça se passe aujourd'hui
au Niger, ça c'est passe toujours en France, et la suite se passe toujours en France. C'est Commurex à Malvésie, c'est l'enrichissement à Pierre-Latte, etc. Je vais rappeler très rapidement, parce que ça a été déjà beaucoup dit, ça, les principes de la radioprotection. Et j'aimerais, par taquinerie, présenter ce qu'on appelle l'évaluation du risque des faibles doses, selon un certain professeur, c'est pas la Kirat, attention, hein, c'est le professeur Orango. Monsieur Orango, il n'y a pas besoin de remonter à il y a 50 ans ou 100 ans, ce monsieur sévit aujourd'hui. Il est membre de l'Académie des sciences. On en a beaucoup parlé ce matin. Il est, etc. C'est une société, vous le trouvez sur les plateaux télé, etc. Il est aussi, accessoirement, membre du conseil d'administration de EDF. Bon. Et là, voilà sa présentation. L'excès de risque et l'exposition, c'est-à-dire la dose. Aujourd'hui, on est sur une relation linéaire, avec des nuances. Il y a un certain consensus là-dedans, déjà quand même depuis un certain temps, depuis les années 80-90. On est en 2016. Lui, cette relation-là, il l'appelle hypothétique. Mieux, lui, il dit, on était sur une relation qu'on appelait pseudo-seuil. Pierre vous en a parlé, vous pensez que là, quand on est sur une relation quadratique, c'est-à-dire que quand on arrive à une certaine faible exposition, pratiquement l'excès de risque est nul. C'est ce qu'on appelle un seuil. C'est ce qu'on a affirmé pendant longtemps. Mais lui, il va beaucoup plus loin, c'est pour ça que je vous la montre. Pour lui, la vérité, elle est là. C'est-à-dire la courbe verte. C'est-à-dire que quand on est dans les faibles doses, l'excès de risque devient négatif. Vous savez ce que ça veut dire? Moins par moins, ça fait plus. C'est-à-dire qu'on est dans le positif. Là, ça fait du bien, la radioactivité. Alors, ce que vous a dit Yves ou Pierre ce matin sur l'histoire, là, on est ramené, c'est aujourd'hui ça. C'est pas il y a 20 ans, 50 ans, c'est pas il y a 100 ans, c'est aujourd'hui qu'on en est encore là. Oui, qu'il y a du boulot à faire pour passer de la courbe en vert à celle-là. Et il y a encore des gens qui pensent réellement, et l'Académie des sciences en fait partie en France, il y a encore du boulot à faire sur cette position. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur ce commentaire-là. Ce que je voudrais, c'est rappeler les grands principes de la radioprotection. Il y a la justification. Ça, c'est établi, c'est écrit dans notre droit français, dans le Code de la santé publique. À la rubrique R1333, vous pouvez tous trouver ces trois principes de la radioprotection. Ça devrait être en application en France. Eh bien, je peux vous dire qu'on en est loin. Et vous allez voir, justification. On doit appliquer le principe, il faut justifier une dose que l'on reçoit. Quelle est la justification de se prendre une dose quand on est sur le quai de la gare de Valognes, en train d'attendre le train, et de se prendre une dose à cause d'un convoi? Quelle est la justification pour nous? Pour les travailleurs, on peut discuter, mais pour nous, personne du public, il n'y en a aucune, etc., etc. Des justifications. Quelle est la justification de se bouffer des becquerels dans l'alimentation, quand on en parlera tout à l'heure? Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce qu'il y a une justification? Là, malheureusement, ce principe de justification, il est totalement absent des discussions qu'on peut avoir à l'intérieur des commissions locales d'information, sur les rejets des installations nucléaires, sur les transports, sur les déchets, etc., etc. Deuxième principe, il a été bien parlé ce matin, c'est l'optimisation. C'est le principe à l'ARA. Et là, ça devient glissant, ce principe-là, parce que c'est aussi bas, mais que possible. Et qui décide du possible? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est l'exploitant, c'est le pollueur qui décide ce qui est possible. Et là, on voit bien sur les mines d'uranium, Areva, à un moment donné, nous dit « Ah oui, la situation n'est pas normale, mais vous comprenez, ça coûterait tellement cher de faire une réhabilitation d'un site, d'aller reprendre des déchets historiques, etc. Donc, on ne le fait pas. » Donc, le principe d'optimisation, il est bien beau, mais il est complètement trompeur, et en tout cas, en général, il ne joue pas du tout en notre faveur, et Annie en a parlé pour les travailleurs, je suis aussi d'accord. Et puis, il y a la limitation de dose. Et là, Pierre vous a parlé ce matin, la dose d'un millisievert pour le public. Bon, c'est la limite maximale du risque acceptable. C'est-à-dire qu'au-delà, c'est inacceptable. Et il faut que ça corresponde à l'ensemble des pratiques auxquelles on peut être affronté.
ça peut être les transports, les déchets, etc., etc. Hors médical et hors naturel. Là, c'est interdit. Alors que souvent, les exploitants, ils nous présentent ça, oh, c'est une limite qui est fixée avec tellement de précautions qu'on peut la dépasser. Non, ça c'est faux. En dessous de cette limite, le risque existe. On le sait, puisque c'est une relation linéaire. Donc, ça veut dire que le risque existe, ça veut dire qu'il faut appliquer là ces principes-là. Les principes de justification et d'optimisation ne s'appliquent pas au-delà du municipal par an. Ils s'appliquent en dessous. D'accord? Donc, le champ de la radioprotection, c'est là. Et là, bon, il y a une seule limite, parce que vous savez qu'en physique, zéro, c'est zéro, ça doit se démontrer. C'est difficile de démontrer zéro. Désolé. Donc, par souci de scientifique, on a dit qu'il y aura un risque qu'on considérera comme trivial, en anglais, négligeable, ridicule. Il est à 10 microsieverts par an. C'est pas nous qui l'avons défini, c'est pas rien du tout, mais on est bien dans le centième de la limite. Vous voyez, on est loin de la limite de l'inacceptable. Là, on est dans le risque acceptable. Qui décide si c'est acceptable ou pas? C'est pas nous, c'est pas nous. Donc, voilà, c'est juste ça. Alors, exemple sur l'augmentation des cancers de poumon et le problème du gaz radon. Pour vous démontrer, ça n'a pas été cité ce matin, mais il y a des tas d'exemples, et là, à l'appel, je vous dirais aujourd'hui, qui montrent clairement que les très faibles doses, c'est-à-dire des quelques millisieverts, on n'est pas à des centaines de millisieverts, à quelques millisieverts, et là, nous sommes tous concernés, à travers différents aspects, que ce soit la radiolyse naturelle, que ce soit et en particulier le radon, nous sommes tous concernés. Aujourd'hui, toutes les études produites, les études sérieuses produites, parce qu'il y a des tas de fausses études, et Annie l'a très bien dit, la science, souvent j'aime bien dire, ne fonctionne pas comme la démocratie, ce n'est pas la majorité des études qui a raison. Au contraire, la science a plus souvent évolué positivement à travers des minorités. Donc ça ne fonctionne pas. Là, on nous dit souvent, mais vous avez 100 études qui disent blanc, et vous dites noir. Ben, désolé, vous avez tort. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, une étude sur le radon qui montre clairement que, avec des doses ici qui sont de l'ordre du millisievert, je dis bien du millisievert, à tant de becquerel par mètre cube, on voit bien que quand on augmente la dose de radon, le nombre de cancers, donc, augmente. Les cancers du poumon, dans ce cas-là. Évidemment, il y a un effet fumeur, c'est-à-dire que vous ajoutez deux risques, le risque radon plus fumeur, et ben, c'est la même courbe, mais un poil plus haut, enfin, même pas mal plus haut. Donc, il y a bien cette notion de linéarité, elle ne sort pas d'un chapeau. Et quand Annie a cité cette étude critique qui était formulée par le CERI, c'est bien sur ces sujets-là qu'on est. Alors, juste rapidement, les autres impacts en dehors des cancers dont on a parlé, ben évidemment, il y a tout un tas d'autres, l'augmentation des risques génétiques, et puis de nombreuses autres fonctions vitales qui ont été évoquées aussi, là aussi par Annie, je suis désolé de répéter, les problèmes vasculaires, etc. Et souvent, on focalise simplement sur les cancers, les anomalies génétiques, et beaucoup d'autres problèmes de santé graves, parfois. Quand vous avez des pathologies cardiaques chez les enfants, en général, c'est grave. Et puis, il y en a plein d'autres, là, induits par la contamination à l'uranium. Alors ça, c'est un peu plus spécifique l'uranium. Je ne vais pas les citer tous, mais il y en a un tas de pathologies que l'on peut corréler à l'uranium. Alors, juste pour dire, c'est le tableau officiel donc des maladies des travailleurs donc reconnaissance. Alors, en fait, ça vous en paraît beaucoup, mais en réalité, c'est des familles. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont regroupés. Je passe aussi rapidement, c'est suivant les organismes internationaux, quel est donc le nombre de cancers mortels, donc de morts par cancer. Et aujourd'hui, vous voyez, ces organismes, il y a des variations importantes, mais quand nous, on est aux environs, puisque là, 10 millisieverts, 1 million de personnes, ça veut dire 50 morts par cancer, 500 morts par
certes, parce que c'est pour 10 millisieverts, 500, on est dans une moyenne, je dirais, hein, c'est ça, 500. Ça fait 5 pour 100 000, pour 1 millisievert. On est dans une moyenne, il y a des gens qui trouvent des valeurs beaucoup plus élevées de nombre de morts. On n'est pas du tout dans le risque maximum. Juste pour là, c'est l'évolution dans le temps des normes. Bon, là, ça a été dit ce matin, je passe. Alors, pourquoi l'extraction d'uranium augmente-t-elle les risques? Eh bien, d'abord, voilà les conditions dans lesquelles ça se fait, soit en mine à ciel ouvert, soit en galerie. Une mine, c'est pas un endroit où aller passer ses vacances, c'est clair. Ce qui est intéressant, voilà Lensker, dont on n'a pas dit que du bien. Elle-même reconnaît que l'extraction de l'uranium participe, disons 50% de la dose normalisée que reçoivent les gens d'une région, les régions minéralifères. C'est-à-dire que l'extraction d'uranium, vous voyez, après vous avez la fabrication, l'exploitation des réacteurs, le retraitement, là vous êtes concernés, par contre c'est vous, et pas nous dans la Drôme, ça c'est les transports, tout le monde est concerné. Donc là, voilà, l'extraction des résidus, l'extraction de l'uranium et les traitements des résidus a une composante en moyenne sur la dose collective que nous recevons qui est loin d'être négligeable. Alors, plusieurs sortes d'expositions, l'exposition externe évidemment, ça on peut mesurer les radiations là dans la prospection, hein, c'est comme ça qu'on repérait les filons d'uranium, c'est par l'irradiation qui émanait des sols. Hein. Et puis, l'irradiation, donc, quand on fait de la... ça avance plus, hein, voilà. Ça, c'est un exemple à Saint-Priest-la-Plugne. Vous savez que pendant les exploitations minières, on a beaucoup fait des cadeaux à tous les amis de la famille, des jolis cailloux qu'on trouvait dans la mine. Et ces cailloux, donc ces minéraux, hein, ont été dispersés un peu partout. Et là, on en trouve dans le jardin d'une brave dame à Saint-Priest-la-Plugne, et c'est Bruno Charéron qui fait des contrôles. Et là, elle passait beaucoup de temps à ce moment-là. Or, les débits de dose, là, vous avez les résultats, sont évidemment très importants. Ce n'étaient pas des cailloux banals. Des cailloux comme ça, ils ont été beaucoup dispersés. Je crois que les associations en Bretagne aussi ont beaucoup milité pour les récupérer, retrouver la mémoire. Après, c'est lors des sondages. Quand on fait des sondages, ça c'est l'exemple toujours au Niger, sur la mine d'Imouraren, qui n'est pas rentrée en exploitation, qui ne sera peut-être jamais d'ailleurs, mais il y a eu une exploration pour évaluer où était le filon, etc., etc. Et là, on fait des sondages, des petits trous, etc. Et là, il y a deux personnes, de scientifiques de la CNRA qui sont allés là-bas, voilà, de jeunes filles qui faisaient leur travail de fin d'études de Grenoble et qui sont allées dans ce secteur-là. C'est Jean-Verret avec Mylène Poche. Ça, c'est sur le site Imouraren, parce que là, vous voyez, on fait des trous. Et là, vous avez des niveaux de débit de dose qui sont tout à fait anormaux, 9 fois supérieurs à ce qu'on trouve dans la région, c'est pas rien du tout. Évidemment, c'est des morceaux qui ont été extraits du sol et qui sont abandonnés. Vous voyez, là, la mine n'est pas exploitée, donc il n'y a pas de grillage, il n'y a rien. On se balade à autour. Après, c'est les ferrailles et les matériaux qui sont sortis. Alors là, on a un partenaire au Niger qui s'appelle Aguirre-Man, c'est une association, son président, Al-Mustafa, qui nous a appelé pour qu'on aille là-bas, c'est comme ça qu'on est allé au Niger, que le dossier a avancé d'ailleurs. Hein. Et lui, en se baladant dans les rues d'Arlit, au Niger, bah, vous avez, si vous êtes allé dans ces pays-là, vous connaissez ça, c'est le marché aux ferrailles. C'est un marché aux ferrailles. Et là, on a fait des contrôles discrets, évidemment, parce que c'est pas chez nous, donc il faut y aller doucement. Et on a vu qu'il y avait plein de ferrailles très contaminées qui se retrouvaient dans le domaine public. C'est ça le problème. Donc ils sortaient d'installation, officiellement ou pas, on ne sait rien, mais en tout cas ils sortaient d'installation. Voilà un exemple de tuyau où on a fait des mesures. On va en radium, vous avez jusqu'à 240 000 becquerels par kilo, c'est-à-dire c'est du déchet radioactif. Et ça, c'est vendu dans le domaine public. Hein. Alors, évidemment, voilà, ça sert aussi à faire
la cuisine, puisque ces ferrailles servent à des fabrications locales, pour fabriquer un canoë ou un abri. Ça veut dire que vous retrouvez ça dans la maison. Enfin, c'est plus embêtant. On avait demandé à Réva quels étaient s'il faisait attention. Ils ont dit oui, il y a une réglementation. Sauf que la réglementation, je ne vais pas vous déliter, mais elle est totalement inefficace elle n'est pas appliquée et inefficace. Si elle était appliquée, elle serait même inefficace pour bloquer l'exploitant. Donc, il y a eu des améliorations, mais loin là, c'est en 2009, les trucs récents, voilà, des tubes qui crachent à 2,5 microsieverts par heure jusqu'à 5, c'est-à-dire 50 fois le règlement naturel. C'est quand même pas banal non plus. Et puis, il y a parfois aussi des géotextiles, c'est-à-dire des tissus, qui peuvent aussi être très contaminés parce qu'ils ont servi à empaqueter de l'uranium, des poussières, etc. Là, on en a trouvé récemment à Saint-Priest-la-Truie, qui traînait dans une maison abandonnée au milieu du village. C'est quand même pas banal. Et là aussi, ça crache bien, vous voyez, 10 microsieverts par heure, c'est-à-dire 100 fois la valeur de la radiation naturelle. Et puis, voilà la verse stérile, puisqu'on en revient dans l'irradiation extérieure. Donc, excusez-moi, là, l'irradiation externe due pour les remblais et les stériles, donc. Et là, l'exemple, voilà au Niger, les stériles, c'est en pleine nature. Chez nous, en France, ça a été réutilisé pour beaucoup de choses. Aussi bien faire des maisons, parfois, c'est stérile, des digues comme à Saint-Prirois, comme à etc., des chemins, là il y a plein d'exemples. Là-bas, c'est en plein air, mais ça peut se retrouver aussi en pleine ville, comme dans les rues d'Akokan, donc il y a l'hôpital, là, c'est l'hôpital d'Akokan, et dans la rue, elle a été faite avec des stériles, la rue, devant l'hôpital. Et là, on a des débits d'eau, là encore, si vous avez le temps, c'est 100 fois plus que le niveau naturel, c'est pas banal non plus. Voilà des exemples. Alors, nous, on avait donc écrit à Madame Lauvergeon, alors qu'elle était encore... vous lui indiquez tout ça, présence de déchets radioactifs dans les rues d'Akokan. Ça a été effectivement enlevé, donc de temps en temps, ça marche. On fait des inverses. Je ne prendrai pas le temps d'énumérer toutes ces histoires. Deuxième vecteur, c'est la contamination interne, cette fois par le radon. Parce qu'on est dans la famille uranium, et dans la famille uranium, il y en a un qui s'appelle le radon. Alors, le radon dans les maisons, on connaît. Là-bas, il y a deux côtés. Il y a le côté qu'on appelle ventilation des mines souterraines, ça c'est la mine d'Akokan. Comme c'est une mine souterraine, elle doit être ventilée. Et ça, c'est ce qu'on appelle les cheminées d'aérage. Et là, ça crache le radon, puisque la présence de radon dans les mines est évidemment très importante. Et là, donc, on a des activités de 3600 à 18 000 becquerels par mètre cube. On dit, oui, mais c'est quoi la valeur normale? À l'extérieur, c'est 10-20 becquerels maximum par mètre cube. On devrait trouver. Là, on est à des valeurs extrêmement importantes. Et voilà, une autre... et ce qui est assez intéressant, c'est que sur les documents d'Areva, on trouve que eux, ils estiment que ça peut aller jusqu'à 1 millisievert en dose annuelle à 2 km. Ça veut dire que quand on est près de la bouche, évidemment, c'est beaucoup plus important. Par contre, suite à nos investigations sur place, Areva s'est retrouvé un petit peu gêné, donc on a demandé à Areva de faire une expertise indépendante. Pas la CLERA, à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire français, qui est allé là-bas pour faire une évaluation de l'état de l'environnement, sauf que l'IRSN n'a réalisé aucune mesure de radon. Quand vous passez à côté d'un sujet aussi grave que le radon, quand vous êtes sur une mine d'uranium, je suis désolé, vous ne faites pas votre boulot. Malheureusement, c'est l'IRSN qui a fait ça, payé par Areva, comme je connais, mais ce n'est pas un travail scientifique sérieux. Les poussières. Par inhalation, vous avez des poussières qui volent, on est surtout dans le désert, encore pire que chez nous.
Et là, quand on regarde les coefficients de dose par inhalation, c'est-à-dire quels sont le nombre de sieverts par becquerel qui sont en termes de dose au niveau du poumon, là, vous remarquerez qu'il y a deux très forts, là, il y en a un qui est le thorium 230 et le polonium le plutonium, pardon, 239. Vous voyez, ils ont une toxicité qui est à peu près comparable. Ça veut dire que quand on... Alors le plutonium, on ne le trouve pas au niveau des minéraux. Par contre, lui, on le trouve. Et ça veut dire que les poussières qui émanent de ces points-là sont évidemment beaucoup radiotoxiques. Et alors, des poussières, ben voilà, quelques photos. On passe rapidement. Et là, étudie l'IRSN à nouveau, on leur dit, ben, qu'est-ce que vous en dites, vous? Qu'est-ce que répond l'IRSN? Le taux d'empoussièrement est considéré comme faible et négligé pour les besoins du calcul. Vous en tirez ce que vous voulez. Extraction donc, joue un rôle sur l'eau. Le problème de l'eau, alors là-bas c'est un problème particulier, c'est que là c'est pour l'ingestion, l'eau, et pour l'ingestion, voilà la radiotoxicité de ce qu'on va trouver dans l'eau, c'est-à-dire les descendants de l'uranium. Et là vous en avez deux qui sont nettement encore radiotoxiques que le plutonium en ingestion. C'est le plomb 210 et le polonium 210. C'est ça que vous avez trouvé dans les poussières. C'est plus une cause du plutonium. On ne peut pas dire que c'est banal. D'accord? Alors, effectivement, les eaux au Niger, ben, c'est une nappe fossile. Ça veut dire qu'elle ne se renouvelle pas. Qui est très utilisée et pompée par Areva pour l'exploitation minière, aussi pour la population, c'est la même. On sait que Areva a calculé que quand ils partiront du Niger un jour, pratiquement la nappe sera sec. Voilà. Alors, nous on avait fait des mesures sur cette eau, elle est 100 fois aux recommandations de l'OMS qui ne sont pas prudentes, mais on était 100 fois au-dessus, donc on considère que l'eau n'est pas buvable. Résultats confirmés, etc. Et pourtant, vous allez voir ce qu'écrit Kojima en disant, voilà, Kojima dit la consommation actuelle, etc., et bactériologique et radiologiquement effectivement montre l'absence de contamination. Voilà ce que dit l'exploitant. Ils vont même l'exploitant, puisqu'on va parler, dire est bien sûr ouverte à l'évaluation d'experts indépendants, etc. Mais les manières de faire de la CRERA sont loin de respecter les critères qui visent à garantir l'impartialité et la qualité de la voilà. Donc ils critiquent en plus ce que l'on a fait nous, mais pas sur les chiffres et la méthode. C'est dire simplement, ben, nous la CRERA, on ne saurait pas. Donc la contamination des eaux souterraines a été confirmée par d'autres analyses que nous avons faites à la suite plus récente, qui montrent que c'était un vrai problème. Pourquoi? Parce que vous brassez de l'uranium au niveau d'une nappe. Quand vous brassez, forcément l'eau se retrouve contaminée. Les limites appliquées au rejet radioactif et liquide émis d'uranium sont beaucoup trop élevées et doivent être revues. La contamination des eaux par les métaux radioactifs à longue période, etc., entraîne des contaminations donc, des sédiments, des terres, etc. La méthode suivie environnementale doit être améliorée, ça on l'a très bien vu en Bretagne, c'est-à-dire que l'exploitant fait des mesures, mais la contamination elle est un peu plus loin. Évidemment, les mesures qu'il fait à cet endroit-là, elles sont parfois bonnes, mais elles ne sont pas représentatives de l'état réel de l'environnement. Et puis, les techniques utilisées pour le traitement des effluents n'est pas bonne, et ça on le voit très bien dans certaines rivières en France, en particulier à Saint-Priest-la-Feuille, où vous avez un bassin, où vous avez des résidus, et où l'eau est très contaminée, plusieurs kilomètres en aval. Dans le Limousin, on le voit très bien, etc. Donc l'utilisation utilise des très grandes quantités, produit des très grandes quantités de déchets, et qui seront des déchets pendant des millions d'années. Pourquoi? Parce que là-dedans, vous avez des radioéléments ions. Hein? Or, les résidus d'extraction sont des déchets radioactifs. On a eu du mal à le faire reconnaître, parce que la législation française, par rapport aux
parle de radioactivité d'origine naturelle, elle était très très permissive et laxiste par rapport aux exploitants, ce qui leur permettait de dire que même avec des activités de plusieurs centaines de milliers de becquerels par kilo, on était encore dans le rien du tout. Bon. Quand on est dans l'artificiel, la réalité artificielle, bon là, il y avait quand même une reconnaissance de déchets radioactifs. Là, et la réglementation encore aujourd'hui est très permissive par rapport à la protection de l'environnement et des personnes par rapport au risque des installations minières. Bon, je ne vais pas trop détailler puisqu'on est un peu pris par le temps. Donc aujourd'hui, au Niger, 35... Alors, et quand on fait le bilan, on vous présente les déchets radioactifs. Chez nous en France. On vous dit, oh, ça tiendrait une grosse piscine. Disons 2 piscines. Bon. Hein. Vous les connaissez, ils ne sont pas loin d'ici. Vous dites, oui, là, on ne parle que de même pas 1% des déchets. Pourquoi? Parce qu'en France, rien que les déchets des résidus miniers, qui aujourd'hui on reconnaît comme des déchets radioactifs, quand même, on a quand même gagné là-dessus, hein, c'est 52 millions de tonnes. Ça tiendrait avec beaucoup de difficultés dans une piscine, ça, hein. Ça en France. Au Niger, c'est ces millions de tonnes là qu'on a du mal aujourd'hui. Oui, parce que c'est assez curieux quand vous avez ces déchets-là, de ce type-là. C'est du type EMA, moyenne activité. Et donc, si vous interrogez l'ANDRA, vous connaissez donc moi l'ANDRA, eh bien, et vous dites, ah, ce type de déchets-là, nous, c'est, voilà le type de système qu'il faudrait mettre en place pour les gérer. C'est un lieu choisi, particulièrement étanche, une couverture, etc. C'est ce qu'il faudrait. Sinon, tout ça, c'est de l'idéal. Donc, ces déchets-là, sauf que nous, en France, ils sont dans un étang, dans une rigole, etc. On n'a pas choisi un endroit, on n'a pas choisi un endroit pour ses performances, je dirais, de confinement. On a choisi l'endroit parce que c'était pratique, il y avait un trou, on les a mis là. Sauf que, bon, ce qu'on peut dire à l'époque était peut-être considéré comme peut-être acceptable, aujourd'hui ça ne l'est plus. Sauf que, Areva, quand on veut leur faire reprendre ces déchets, les résidus, c'est vrai qu'il y a du boulot, 52 millions de tonnes. Ah, et bien là, dit non, on ne le fera pas. Ça veut dire qu'on sait très bien que ces déchets ne sont pas du tout là qu'ils devraient être, mais on ne les reprendra pas. Eh bien, au Niger, on a déjà fabriqué 35 millions de tonnes, et c'est pas fini, et évidemment, on n'ira pas les reprendre. Et là-bas, au Niger, voilà, c'est une montagne. Évidemment que le vent là-bas, c'est pas le problème tellement de l'eau là-bas qui ruisselle, qui est le cas de chez nous. Là-bas, c'est le problème du vent qui disperse ces poussières. Et on les retrouve, ces poussières-là, sur des... On avait équipé le véhicule qu'on avait là-bas de masques sur le filtre à air du véhicule. Et on a analysé la poussière qui est là. Et cette poussière, alors je ne sais pas si on le fait, oui, plus de 500 000 becquerels par kilo, la poussière que l'on a trouvée sur le masque. Ça veut dire que c'est de la poussière qu'on a roulée en pile, nous, hein, Arlit, Kokane, etc. Alors, l'étude d'impact officielle précise quand même qu'il y a des petits problèmes. Il y a, disons, des médecins, il y a des petits groupes de scientifiques, heureusement, qui reconnaissent qu'il y a quand même quelques petits problèmes sanitaires dans la région, en particulier pour les affections respiratoires. On dit, oh, mais c'est normal, on est dans le désert, il y a de la poussière, donc voilà. Sauf que là-bas, la poussière, elle n'est pas banale. Vous l'avez vu. Et donc, certains scientifiques précisent qu'il y a bien effectivement une aggravation, un facteur aggravant avec l'uranium. Quand même. N'empêche que, suite à ces communications qu'on a fait, Areva a dit, bon, ok, on va lancer un observatoire de la santé. Les médecins, l'association Chakra, qui était avec nous sur ce sujet,
a dit, ah ben voilà, la nation Sherpa, c'est une nation qui est plutôt pour le droit des populations qui vivent dans des situations de non-droit. Et là, on est bien dans une situation de non-droit. C'est ça comme vous voulez. Eh bien, on arrive à obtenir l'idée d'un observatoire. Sauf que cet observatoire, nous on regarde les statuts, qu'est-ce qu'il va faire, qui va payer, comment il va travailler, etc. Et en regardant ça, on a dit non. Nous on dit non, on ne participera pas à l'observatoire, on n'a aucune garantie qu'il en sorte quelque chose. Donc, on ne participera pas. C'est évidemment financé par Areva, avec leur protocole, etc. Donc, on a regardé ça et on a dit non. Sherpa a dit, ben nous, on a envie d'y aller. Ils ont signé le protocole, évidemment en grande pompe à Paris, avec monsieur le responsable d'Areva. Et au bout de 5 ans, officiellement, comme le Sherpa a communiqué, c'est l'an dernier, en disant, il s'est rien passé. Ils ont compris qu'il s'était fait avoir. Donc nous quittons l'observatoire. Il ne s'est rien passé, effectivement. Donc il faut faire attention à ce genre de structure, mais je crois que vous avez des gens qui ne sont pas naïfs ici pour ne pas tomber dans. En commentaire sur les résidus, il faudrait qu'il y ait un statut juridique pour ces déchets-là. Le problème de la chute de la réglementation de ces déchets-là. Revoir les techniques d'entreposage, etc. Amélioration des études d'impact. Enfin, tout ça, on en a un petit peu évoqué. Et puis, les transports pour terminer, parce que tout ça, ça part d'Arlit à Kokane, ça va à Cotonou, au Bénin, par camion. Et là, sur le camion, vous avez des bidons. C'est l'uranate, ce qu'on appelle, c'est le nitrate d'uranyle, c'est le yellow cake, le gâteau jaune, qui va arriver après, qui va arriver chez nous à Malvézy. Transport jusqu'à Narbonne, à Malvézy. Donc vous avez 400 km et il y a. C'est la route, la grande route, comme c'est africaine, avec tous les gens qui se baladent le long, les gens qui font du stock, qui montent sur les camions, au milieu des bidons. C'est comme ça que ça se passe. Et puis de temps en temps, il y a un accident. Comme là, il y en a eu en janvier 2004. Il y a eu 5 morts dans l'accident. Pour un camion qui transportait que des bidons, qui s'est retourné tout seul, il y a eu 5 morts. C'était des gens qui étaient montés là avec les bidons. Sauf que l'environnement a été contaminé, puisque les bidons ont été éventrés. Vous voyez, c'est pas de blindage. Et du coup, il y a eu une contamination de l'environnement. Et le ministère, Centre national du Niger, a fait des lettres, plusieurs lettres, pour arriver à faire décontaminer le lieu par Areva. Ce qui veut dire que pendant plus d'un mois, je ne sais plus exactement la date, il y avait 10 000 fois la valeur normale de radiation au bord de la route, là où le camion s'était. Voilà à peu près la situation. Alors, dans les conclusions, je crois que j'en ai un peu compris, je crois que j'ai utilisé mon temps sans trop déborder. On reparlera, donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur les mines d'uranium, mais là, vous avez aussi beaucoup de gens qui connaissent les mines dans votre région. Là, on a juste fait un petit voyage au Niger. Sachez qu'on est allé en Namibie, au Malawi, en Tanzanie, au Canada, au Brésil. C'est la même chose. L'exploitant, en gros, c'est toujours Rio Tinto, Areva et les Chinois. On est allé récemment à la mine d'Azélik, au Niger, c'est les Chinois. On a vu la même chose que ce que l'on peut voir. Donc, voilà. Malheureusement.